Le colistier de Donald Trump, James David Vance, a livré un plaidoyer en faveur des classes populaires américaines que l'ex-président républicain s'attachera, selon lui, à défendre s'il regagne la Maison-Blanche en novembre. Être au service de Wall Street, c'est fini. Nous allons nous engager pour le travailleur. C'est ce qu'il a lancé lors de la convention républicaine à Milwaukee en accusant Joe Biden d'avoir rendu l'Amérique plus faible et plus pauvre. Il a dit également qu'importer de la main-d'œuvre étrangère, c'était fini aussi. Nous allons nous battre pour les citoyens américains, leurs emplois et leurs salaires, a-t-il ajouté. C'est donc le colistier, le numéro 2, le fameux ticket entre le président et puis son alter ego qui l'accompagne pour cette dernière ligne droite, les 4 mois qui restent avant l'élection de novembre. Les thèmes de prédilection du Parti républicain sont l'immigration, notamment les travailleurs et l'Amérique déclassée. On voit qu'il y a des similitudes avec ce qui se passe en France, en Europe et plus largement en France avec la question des législatives qui a aussi beaucoup placé au cœur du débat cette question-là. Bonjour Gérald Olivier. Bonjour. Journaliste franco-américain, vous avez publié Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond aux éditions Confident. Vous avez dirigé aussi le spectacle du monde. Alors justement, ce spectacle que donne l'Amérique aujourd'hui, quelle analyse en faites-vous ? Écoutez, en ce qui concerne la convention républicaine, puisque c'est l'actualité la plus chaude, on a un parti qui est motivé, qui est uni, qui a 2 candidats de qualité, dont l'un est déjà présenté comme le successeur de l'autre. C'est-à-dire que c'est Donald Trump qui est candidat à la présidence et il a désigné ce jeune homme du nom de J.D. Vance, dont vous venez de parler, comme vice-président. J.D. Vance a pas encore 40 ans. C'est un très jeune sénateur de l'Ohio. C'est un homme du Midwest, comme on dit aux États-Unis, et même d'un de ces États qu'on appelle comme faisant partie de la ceinture de rouille, cette ceinture industrielle beaucoup désaffectée au cours des dernières décennies. C'est un jeune homme qui a connu un parcours, je dirais, parallèle, parcours à la fois exemplaire, parce qu'il a bien sûr, il a réussi, mais il est issu d'un milieu très modeste. Il est issu du milieu dont sont eux-mêmes issus les électeurs de Donald Trump. Il les connaît pour avoir partagé leur expérience. Et il a, je dirais, une approche beaucoup plus sociale que certains républicains et une approche qui est concentrée à la fois sur l'Amérique en tant que, je dirais, pays qui doit continuer à être un leader dans le monde, mais un pays qui doit surtout s'occuper de ses concitoyens, surtout ceux qui sont en difficulté, et il est prêt, je pense, à reprendre le flambeau de Donald Trump, que celui-ci soit élu ou ne le soit pas d'ailleurs. James David Vance, Gérald Olivier, vient de l'évangélisme et il est passé au catholicisme. Absolument, il s'est converti, c'était en 2019. Il s'est converti, déjà, ça prend une chose, c'est que c'est un personnage qui a la foi, et pour qui la foi est importante. Et il s'est converti en grande partie après avoir lu Saint-Augustin. Peut-être cela parlera à vos auditeurs. Il cite souvent Saint-Augustin, la cité de Dieu. Vous savez, l'amour a construit 2 cités, l'amour de soi, la cité de terre, et l'amour de Dieu, la cité de Dieu. Et il souligne souvent que justement, pour s'en sortir, il faut aller au-delà de l'amour de soi, tout en sachant se prendre en charge. Et le catholicisme a été pour lui un changement dans sa vie, ça c'est une évidence. On a pu dire au cours de nos émissions, Gérald Olivier, que en fait le second mandat de Donald Trump, si jamais il venait à faire ce second mandat, tant l'élection paraît prévisible, eh bien ça serait celle de la lutte contre l'État profond. Le premier mandat, il s'est heurté à cet État profond, mais il n'a pas pu faire grand-chose, c'est ce que disent certains. En revanche, le second, il a maintenant les outils pour pouvoir faire quelque chose. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui, tout à fait. Alors évidemment, l'élection n'est pas jouée. Il faut attendre le 5 novembre. Il peut encore se passer des choses. On pourrait encore avoir quelqu'un d'autre que Joe Biden côté démocrate. Donc, rien n'est fait pour l'instant, même si les sondages sont très favorables à Donald Trump. Et puis, ayant survécu à une tentative d'assassinat, il a gagné une aura encore plus importante auprès de ses propres supporters. Alors, c'est vrai que lors de son premier mandat, il venait vraiment de l'extérieur, il n'avait aucune expérience politique, il n'avait aucune équipe à lui-même, et il s'est heurté à une administration et à un certain nombre d'agences qui l'ont empêché de faire ce qu'il souhaitait. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis l'État profond. L'État profond, c'est composé d'un certain nombre de cercles d'influence, certains parfaitement officiels, comme par exemple les administrations de différents cabinets, mais dans l'État profond, on trouve également les médias, les milieux culturels,
les milieux de la justice, tous les milieux qui ont une influence sur les comportements sociaux et sur les mœurs à adopter. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cet État profond, il est acquis à une idéologie démocrate, une idéologie progressiste, une idéologie qui passe par la destruction de la famille, de la religion, de l'éducation, de la culture, pour faire table rase de la société telle qu'elle a été et en construire une nouvelle derrière. Le wokisme fait partie de tous ces éléments. Et donc, on a côté républicain une dénonciation de cette dérive parce qu'elles sont pénalisantes pour les États-Unis, parce qu'elles affaiblissent le pays et qu'elles le mènent à un déclin, je dirais, annoncé. Et l'objectif du deuxième mandat de Donald Trump sera de s'occuper des Américains sur le plan économique, mais aussi de s'occuper du pays pour faire en sorte que ces institutions soient en mesure de garantir la pérennité de sa puissance. Ça passe par l'élimination de l'État profond. Alors justement, j'essaie de cerner du point de vue du concept de la sociologie politique ce que représente vraiment l'État profond, parce que les détracteurs de cette notion disent que c'est un concept complotiste qui n'a pas de fondement. En fait, entre l'épithète profond et l'État, le nom, en fait, c'est un concept assez nouveau qui est apparu peut-être, je ne sais pas, qui a peut-être une dizaine d'années, l'État profond qui est apparu dans notre langage, mais qui reste finalement assez peu mentionné dans les échanges, en tout cas en France, on n'en parle pas énormément. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que c'est plus présent aux États-Unis que ça n'est par exemple en France? Écoutez, je comprends très bien pourquoi certaines personnes vous dire que l'État profond n'existe pas et que c'est de la conspiration. Et en fait, il y a deux raisons derrière ça. C'est-à-dire, vous avez ce sentiment qui est très présent à gauche, qui consiste à considérer que toutes les personnes qui ne partagent pas vos opinions ont des opinions qui devraient être interdites. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas progressiste, vous êtes automatiquement d'extrême droite, vous êtes un fasciste et vous ne devriez pas avoir accès au système républicain. Ça, c'est typique de toute la gauche dans tous les pays, y compris aux États-Unis. Vous avez une sorte de pensée dominante et dès qu'on sort de la pensée dominante, on entre dans le complot. C'est pas du tout la réalité. Dans la réalité, il y a vraiment deux façons et même plus de voir les choses, notamment de voir le rôle du gouvernement, de voir l'étendue de l'assistance sociale. Et donc, l'idéologie progressiste n'a aucune légitimité à être la seule idéologie acceptable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si vous regardez justement le premier mandat de Donald Trump, et je dirais même avant l'élection de Donald Trump et ce qui a suivi, eh bien, on remarque que des agences gouvernementales qui sont supposées être neutres, comme le FBI ou comme la CIA, ont pris des positions publiques qui avantageaient les démocrates et désavantageaient Donald Trump. Rappelons que Donald Trump a fait l'objet pendant les 2 premières années de son premier mandat d'une enquête parce qu'on l'accusait d'être un agent de Moscou. Souvenez-vous, l'affaire de collusion avec la Russie. Cette affaire, elle a été entretenue par le FBI à partir d'un faux dossier qui avait été concocté par le Parti démocrate à la demande à l'époque d'Hillary Clinton. Et le FBI savait pertinemment que les accusations qui étaient à la base de ce dossier étaient des faux. Néanmoins, on a poursuivi l'enquête parce que cela permettait de ralentir, de bloquer ou d'empêcher l'activité de Donald Trump. Dans le cours de cette enquête, et ça a été prouvé depuis, et certaines personnes ont même été sanctionnées, dans le cours de cette enquête, des agents du FBI n'ont pas hésité à utiliser et à produire de faux documents pour soutenir leurs accusations. Et il a fallu 2 ans à un procureur indépendant pour parvenir à la conclusion que tout cela était monté sur rien du tout. Donc l'État profond, il existe, il agit, et il a même une idéologie qu'il cherche à mettre en avant. Simplement, pour se défendre et se protéger lui-même, il va vous laisser croire que c'est une élucubration de l'adversaire. Donc c'est une sorte de, c'est une sorte de privatisation de l'État, alors que celui-ci, normalement, devrait être neutre et donc au service de tous. C'est le propre de l'État. C'est une politisation de l'État et c'est une utilisation à fin politique d'un certain nombre d'agences de l'État. Nouvel exemple, si vous le souhaitez, un petit peu plus récent, la campagne de 2020. Souvenez-vous qu'en 2020, il a beaucoup été question d'un ordinateur supposé appartenir au fils de Joe Biden, Hunter Biden. Ordinateur qui contenait des informations extrêmement compromettantes pour le fils du candidat démocrate et pour le père.
Cet ordinateur, on sait parfaitement aujourd'hui que c'était un vrai élément. Il est utilisé dans des pièces, comme pièce à conviction dans un certain nombre de procès. Juste avant l'élection en 2020, on a eu des agents du renseignement, il y en a plus de 50, qui ont signé une lettre officielle pour affirmer que tout ce qui tournait autour de cet ordinateur ressemblait à une opération de désinformation russe et que vraisemblablement cet ordinateur n'existait pas. Donc là, on a des agents de l'État, des agents qui sont censés servir l'intérêt supérieur de la nation, qui au contraire prennent position pour un candidat, en l'occurrence Joe Biden, et pour un parti, le Parti démocrate, au détriment de leurs adversaires républicains. On a donc une prise de position de l'administration qui, à la fois, abandonne ou transcrit son devoir de réserve et utilise ses propres agences à des fins politiques. Pour moi, c'est extrêmement grave. La neutralité d'un agent fédéral, elle est essentielle. Sinon, vous n'avez plus de système, sinon il n'y a plus de justice et il n'y a plus de système républicain et politique aux États-Unis. Est-ce qu'on n'assiste pas normalement dans le principe anglo-saxon, est-ce qu'il n'y a pas des changements de fonctionnaires lorsqu'il y a un changement de politique, des changements automatiques? Vous changez les hauts fonctionnaires, mais vous ne changez pas tous ceux qui sont derrière. Et c'est comme en France, hein. Les ministres changent, mais les chefs pas forcément les chefs de cabinet, mais les grands fonctionnaires au sein de chaque ministère, eux restent. Et très souvent, c'est pas eux qui font la loi, mais c'est certainement eux qui ont beaucoup d'influence sur les activités même du ministre. Donc, il y a un certain nombre de positions qui sont sujettes au bon vouloir du président. Il y a un certain nombre de postes qui sont renouvelés quand le président arrive, mais vous avez derrière eux des très hautes administrations avec des gens qui restent. Et que se passe-t-il quand un président arrive? Eh bien, il va nommer des gens à un certain nombre de postes et il n'a pas forcément le candidat idéal. Donc, il va se reposer sur ceux qui connaissent la question pour qu'on lui fasse des recommandations. Et c'est l'une des instances où justement l'État profond entretient un petit peu sa puissance parce que la bureaucratie sert la bureaucratie. Donc, on constate aujourd'hui une politisation d'un certain nombre d'agences gouvernementales et c'est l'un des objectifs de l'administration Trump que de ramener beaucoup plus de neutralité dans ses activités. Alors, bien évidemment, l'adversaire va dénoncer cette supposée neutralité comme, au contraire, une politisation par le camp adverse. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on a malheureusement des administrations qui ont été politisées, notamment l'administration de la justice. Le FBI est l'une des agences qui est le plus, je dirais, parcourue par ces éléments les plus progressistes de l'État profond. Et comme c'est le bras armé de la justice, c'est une agence qui a une influence considérable et qu'il est important de conserver en tant qu'agence neutre. Les fonctionnaires américains, lorsqu'ils sont engagés, ils prêtent serment, comme beaucoup d'autres, ils prêtent serment sur la Constitution, de protéger la Constitution et d'agir absolument en totale neutralité. C'est plus le cas aujourd'hui, malheureusement. Gérald Olivier, si Donald Trump venait à reprendre le pouvoir, s'est-il exprimé déjà sur ses intentions, ce qu'il ferait quand, par exemple, son colistier, James David Vance, dit que servir Wall Street, être au service de Wall Street, c'est fini? Est-ce que c'est juste une phrase de campagne? Et comment ça pourrait se traduire? Alors, J.D. Vance, c'est particulier parce que il a gagné de l'argent grâce à Wall Street malgré tout, mais c'est vrai qu'il fait une distinction dans le capitalisme, entre le capitalisme d'entreprise et le capitalisme financier. Le capitalisme d'entreprise, ça passe par la création de richesse, et à partir de cette création de richesse, eh bien, un niveau de vie va s'élever, la croissance économique va élever le niveau de vie de tout le monde. Alors que dans la finance, on est beaucoup plus sur de la spéculation et on peut très bien engendrer des profits très importants sans forcément créer de la richesse. Et c'est une richesse surtout qui ne profite pas aux classes les plus populaires et aux classes de travailleurs. Donc derrière cette phrase, il y a la volonté affichée du Parti républicain aujourd'hui d'être le parti des travailleurs, le parti des petits travailleurs, peu qualifiés ou pas qualifiés, et qui sont essentiels à l'économie et qui sont très pénalisés aujourd'hui par la politique du Parti démocrate, qui consiste à laisser rentrer des millions d'immigrants clandestins qui vont venir prendre les emplois les moins qualifiés, faire une pression sur les salaires vers le bas et donc pénaliser
les propres citoyens américains. Donc c'est cette idée-là qu'il a voulu mettre en avant. Maintenant, Donald Trump, le président lui-même, hein, il a clairement énoncé son programme. C'est un programme qui sera basé sur la croissance économique. C'est un programme qui sera basé sur la lutte contre l'inflation, sur la lutte contre l'immigration, sur le relancement de la production de fuels fossiles et d'énergie en général pour faire à nouveau que les États-Unis soient un pays indépendant sur le plan énergétique, c'est-à-dire qu'ils soient en mesure de produire plus qu'ils ne consomment. Et puis derrière, sur le plan, je dirais, plus politique, il y aura cette volonté de réformer l'administration interne. Mais ces grands thèmes sont clairement connus sur le plan intérieur. Sur le plan international, il est évident qu'il y aura une redéfinition des rôles. Le président va s'intéresser au dossier ukrainien. Il a promis de faire la paix en 24 heures. Ça ne se fera pas forcément en 24 heures, mais je crois qu'il aura une attitude beaucoup plus présente sur ce dossier que ne l'a été les États-Unis jusqu'à présent, et que la solution à ce conflit passera peut-être d'une certaine façon par une redéfinition de la relation entre l'Europe et les États-Unis au sein de l'OTAN. Je dis bien au sein de l'OTAN. Avec un pilier de l'OTAN, un pilier européen de l'OTAN qui sera amené à prendre ses responsabilités davantage qu'il ne le fait aujourd'hui. Ça paraît une évidence. Aujourd'hui, dire cela aujourd'hui, ce n'est plus nouveau. Ça l'était il y a peut-être une dizaine d'années, mais je pense que ça commence à rentrer dans les mentalités. Et les Européens commencent eux-mêmes à comprendre qu'à un moment, il va falloir qu'ils prennent en charge eux-mêmes une partie de leur protection. Gérald Olivier, Elon Musk a dit quitter la Californie parce qu'il juge que cet État est trop progressiste et qu'il va mettre ses usines ailleurs, si on peut simplifier les choses comme ça. Est-ce qu'il y a toujours le clivage très très fort aux États-Unis qui se renforce, ou se renforce-t-il, ou au contraire ne se renforce-t-il pas, entre la côte Est et la côte Ouest d'un côté, et puis qui représente les tenailles rouges, en quelque sorte, d'un immense territoire américain qui est en bleu, qui est républicain? Oui, absolument. Alors, si ce n'est que les Américains ont inversé les couleurs, et d'ailleurs, c'est assez compliqué à s'y retrouver. Mais le rouge aux États-Unis, c'est la couleur du Parti républicain, figurez-vous, depuis Ronald Reagan. Et le bleu, c'est la couleur du Parti démocrate. C'est l'inverse chez nous. Mais vous avez raison sur les côtes atlantiques et pacifiques sont très progressistes, hein, Californie, Oregon, Washington à l'ouest, et puis le nord-est, New York, le New Jersey et la Nouvelle-Angleterre à l'est sont les bastions du Parti démocrate aujourd'hui. Et entre ces deux extrêmes, vous avez le pays profond, le pays rural, le pays de province, qui est très, très largement acquis à une cause républicaine. Après, Elon Musk, il avait déjà commencé à sortir ses usines de Californie. Il y en a pas mal qui sont au Texas pour des raisons strictement économiques et fiscales. La fiscalité en Californie est extrêmement lourde, notamment sur les entreprises. Et puis, c'est en effet l'État le plus progressiste aujourd'hui, et c'est un État qui commence à confronter les contradictions de sa propre politique. C'est-à-dire que la Californie est à la fois l'État le plus riche des États-Unis, et c'est aussi celui où la population pauvre est la plus nombreuse. Et pourtant, c'est celui qui a la politique sociale la plus généreuse. Et si là, on ne voit pas le cœur du paradoxe de la social-démocratie et l'échec patent des politiques sociales, c'est qu'on ne le verra jamais. Parce que la Californie est en train de réaliser, après 20, 30, 40 années d'un progressisme, je dirais, forcené, que leur politique mène l'État et sa population dans le mur. Je le répète, hein, la Californie, c'était l'État de la classe moyenne, c'était l'État le plus riche et où les citoyens étaient le plus riches. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. La classe moyenne a disparu de Californie. Elle a disparu parce qu'elle a été surtaxée et elle a été remplacée par un sous-prolétariat, parfois un sous-prolétariat avec, je dirais, à la limite de la misère que l'on voit à travers une population extrêmement importante de sans-abri. À Los Angeles en particulier. Énormément de citoyens qui ont de tout petits boulots, qui vivent avec 2-3 boulots. Et puis au-dessus, tout en haut, vous avez une élite intellectuelle, une élite industrielle, une élite, je dirais, sortie de la magistrature et des hautes universités, extrêmement libérale dans son positionnement, avec un niveau de vie sans comparaison avec celui des autres, mais la classe moyenne a disparu.
Et ça, c'est le drame de la Californie et c'est le drame à venir des États-Unis si rien n'est fait, parce que ce qui a fait la puissance des États-Unis au XXe siècle, c'est sa classe moyenne. Et c'est sa capacité à sortir les gens de la pauvreté et à les amener à un niveau de vie décent. Et la Merci. Californie aujourd'hui n'est plus capable de faire cela. Merci beaucoup Gérald Olivier pour cette analyse. Journaliste franco-américain, Cover Up, le clan Biden, l'Amérique et l'État profond aux éditions Confident. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin.